Bonjour et bienvenue à l'émission Rhizome. La Corporation de développement communautaire de l'érable est fière de vous présenter cette série de 5 émissions portant sur la transformation sociale. D'entrée de jeu, on aimerait remercier la Ville de Plessisville qui a fait un apport financier sans qui cette série d'émissions ne serait pas possible. L'émission Rhizome, c'est de mettre en lumière et en valeur l'expertise collective de transformation sociale, donc un processus de changement systématique, intentionnel, qui traite les symptômes, mais aussi les causes des problématiques profondes qui causent les inégalités. Donc, tout ça dans un but, entre autres, d'améliorer les conditions de vie des gens dans une perspective de justice sociale et d'inclusion. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons explorer la transformation sociale à l'intérieur des réseaux. Alors, tout d'abord, nous recevons Michèle Gariepi, directrice générale de l'organisme Équijustice Arthabasca-Érable. Bienvenue. Merci. Et capitaine Patrick Côté, directeur du Centre de services de la Sûreté du Québec d'Arthabasca et d'Érable. Bienvenue. Merci. Donc, tout d'abord, Madame Gariepi, pourriez-vous nous présenter en quelques mots qu'est-ce que c'est Équijustice? Équijustice, c'est un organisme communautaire de justice réparatrice et de médiation citoyenne. En fait, on accompagne des adolescents et des adultes dans la réparation des torts qui causent à soit une personne victime ou à la communauté. Puis on a tout un volet de médiation citoyenne aussi pour les citoyens qui vivent des conflits et qui ont besoin d'un accompagnement pour éclairer un petit peu la situation. Donc déjà, en partant, votre mission est un peu de la transformation sociale. En effet. Donc, Monsieur Côté, on va regarder un peu la situation qu'il y avait, par exemple, tout le processus de plainte au niveau des agressions sexuelles et des violences au niveau des relations intimes, partenaires intimes. Donc, il y avait une problématique que vous aviez décelée dans la situation. Pouvez-vous nous la présenter? Ben oui, dans le fond, depuis quelques années, là, on voit des phénomènes là, émergents comme des dénonciations MeToo, des dénonciations sur les réseaux sociaux. C'est ce qui fait à un moment donné on change de culture. La société devient de moins en moins tolérante, autant au niveau des violences partenaires intimes que des agressions sexuelles. Et il y a plus de dénonciations. C'est beaucoup le phénomène qui a mis en lumière là, des problématiques qui nous a amenés à apporter des changements. Puis, comment vous vous y êtes pris, dans le fond, pour amener ces changements-là ou qu'est-ce qui vous a dit, bien, il faut absolument changer ces pratiques-là parce que, bon, oui, il y a le phénomène social, mais comment vous avez reçu ces situations-là à l'interne aussi? Bien, effectivement, quand on entend ces choses-là, quand on voit le nombre de plaintes augmenter, bien, on se met en action, autant au niveau de la Sûreté du Québec dans la province qu'au niveau local de notre côté. Et il y a plein de choses, là, dont la Sûreté qui a mis en place une approche relais. Donc, on vient vraiment rencontrer les gens dans le milieu, plusieurs sphères d'activité, on les consulte pour vraiment déceler les enjeux. Et ces groupes-là nous ont amenés à s'occuper des victimes et beaucoup là, au niveau des agressions sexuelles, au niveau de la violence partenaire intime. Parallèlement à ça, bien, la Sûreté a mis en place nos interventions proactives en violence partenaire intime et bien, localement, on a vraiment débuté un accompagnement systématique de toutes les victimes. Donc, tous ceux qui sont victimes d'agressions sexuelles et tous ceux qui sont victimes de violences partenaires intimes sont maintenant accompagnés par une ressource communautaire là, du milieu. Puis, en fait, qu'est-ce que ça a changé dans le parcours, disons, d'une personne victime qui portait plainte dans cet accompagnement-là, entre autres avec les groupes? Bien, au niveau violences partenaires intimes, c'est clair que à la base, à l'origine, les victimes sentaient le fardeau de devoir dénoncer, ils sentaient tout le poids sur leurs épaules. Et dans l'approche qu'on a, on met vraiment la victime au centre de l'événement et on lui enlève ce fardeau de devoir porter plainte on est vraiment plus dans une approche d'accompagnement de victimes, de référence de victimes. Pour ce qui est au niveau des agressions sexuelles, on avait souvent le commentaire que les victimes devaient souvent répéter leurs histoires
ce qui était peu souhaitable. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est vraiment, au niveau des enquêtes, toutes les entrevues se font par vidéo. Donc, par la suite, ils n'auront pas à répéter des histoires. On enregistre les plaintes sur vidéo et ça permet, là. Et parallèlement à ça, bien, chacun de ces dossiers-là est vraiment référé à un organisme de façon systématique. Donc, ces victimes-là sont prises en charge par un organisme communautaire dès le début là, de la plainte. Et ça peut aller, en fait, jusqu'à la justice réparatrice aussi ou la médiation spécialisée d'Équijustice. Ça fait aussi un lien entre les différents processus. Effectivement, c'est le lien vraiment là. Dans le système, durant le processus judiciaire et après le processus judiciaire, même parfois, quand la sentence est rendue, bien, Équijustice là, peut prendre le volet là, tout au long là, du processus judiciaire. Puis de votre côté, l'accompagnement là, on parlait plus des victimes, vous faites aussi en lien avec l'accompagnement, dans le fond, des personnes qui ont commis les actes. En effet. Comment ça se passe de votre côté, cet accompagnement-là? Comme je nommais au début de ma présentation, on accompagne les adolescents. Puis malheureusement, il y a eu une augmentation de crimes à caractère sexuel commis par les adolescents. Donc, on accompagne ces adolescents-là dans 3 mesures de réparation, dont la première envers la victime. Donc, il y a un contact qui est fait par Équijustice, par une intervenante d'Équijustice auprès de la personne victime pour savoir si elle souhaite s'impliquer dans une justice réparatrice, dans un processus de réparation. Puis, elle peut accepter ou non. Puis, parfois, il y a certaines victimes qui le souhaitent. Donc, on fait une démarche là, de médiation dans ce cas-là, au niveau des adolescents. Si la victime ne le souhaite pas, on va aller vers des travaux communautaires. Donc, c'est quel sens on va accorder avec quel sens que le jeune va donner à la réparation qu'il va faire auprès de la communauté. Donc, c'est des travaux communautaires qui est plus souvent connu, là. Puis sinon, bien, ça va être des ateliers de sensibilisation qu'on va faire sur cette problématique-là avec l'adolescent. Puis, on a tout, comme vous avez mentionné tantôt, tout le volet médiation spécialisée qui est assez récent, ça fait environ 2 ans, là, nous 2-3 ans là, qu'on offre ce service-là. C'est toute personne victime qui voudrait prendre contact avec son agresseur peut le faire là, via une intervenante de chez nous, puis on va vraiment rencontrer les gens de façon très sécuritaire. On va mettre toutes les conditions favorables pour que l'échange se passe bien si on va vers l'échange. C'est vraiment la personne victime qui est au centre de toutes les interventions, là. Donc, on part d'elle où elle veut aller, puis on offre aussi le service avec un agresseur, mais qui n'est pas le sien. De crimes apparentés, de crimes similaires davantage. Donc, ça aussi, c'est quelque chose là, qu'on offre. Là. Puis on accompagne aussi le contrevenant, fait qu'on assure la sécurité de la personne victime, mais aussi la sécurité du jeune contrevenant, mais aussi de l'adulte contrevenant. On regarde avec lui là, toutes les possibilités, puis on s'assure qu'il y a un bon soutien social, aussi un bon filet social autour de lui pour ne pas le laisser tomber. Là. Puis, en terminant déjà, quel réseau vous avez mis en place ou quels partenaires vous avez contactés pour travailler ou développer ces approches-là ou qui sont indispensables finalement à ce que tout ça se mette en place puis favorise finalement l'amélioration des conditions de vie autant des personnes victimes que des personnes qui ont commis l'acte criminel? De notre côté, on a déjà les CAVAC qui sont dans les postes de police. On a des intervenants dans nos postes. C'est un des organismes qui a été mis à contribution, mais également les CALAX au niveau des agressions sexuelles, les volte-face au niveau des violences partenaires intimes. On a également là, Blitz et PS criminaux qu'on incorpore aussi dans ces 2 types de crimes-là là, particulièrement. Mais c'est nos acteurs principaux dans ces types de criminalité-là, mais dans d'autres types, on fait de plus en plus affaire avec des organismes communautaires là, de presque tous les milieux. Là. Pour notre part, c'est les mêmes partenaires également. On a aussi notre réseau Équijustice là, qui est situé à Montréal, qui nous donne beaucoup de formation, puis qui fait beaucoup aussi de lecture, puis qui s'inspire là, de
de plusieurs approches également. Notre approche, c'est l'approche relationnelle. Il y a un livre là, qui est sorti là, sur cette approche-là. Donc, on va toujours de l'avant pour s'améliorer puis s'améliorer. Oui, parce que dans le fond, les deux, vous touchez aussi au système de justice, fait que c'est quand même des choses qui prennent du doigté dans l'ensemble des actions, mais aussi dans toutes les transformations qu'on peut y apporter. Effectivement. Merci beaucoup pour votre participation. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Dans la deuxième partie de cette émission de la transformation sociale dans les réseaux, nous accueillons Mesdames Mylène Saint-Pierre, directrice de l'organisme Blitz. Allô? Bienvenue. Merci. Et Madame Danielle Béliveau, directrice de la polyvalente La Samar. Bonjour, merci. Tout d'abord, juste un petit... on essaie de vulgariser aussi les acronymes. Blitz, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça fait? Le Blitz, ça va être le Bureau de lutte aux infections transmises sexuellement et par le sang. Donc, l'acronyme Blitz, on revoit le mot ITSS dans ce nom-là. Donc, ça met déjà en perspective là, notre mission. En fait, on a 2 volets principaux. Donc, le premier, ça va être tout ce qui est la prévention des ITSS, mais on le fait dans la promotion d'une saine santé sexuelle. Donc, dans ce volet-là, on va aller autant dans les écoles secondaires, dans le volet communautaire. On intervient vraiment auprès de populations de tous âges à partir de l'adolescence. On va avoir des services comme de la distribution de matériel de consommation stérile à nos bureaux pour prévenir la transmission via ce mode de consommation-là, distribution de condoms. Et aussi, dans l'autre sphère principale de nos services, ça va être toute l'intervention psychosociale auprès des personnes vivant avec le VIH. Donc, on va avoir des services spécialement pour eux, mais également des actions pour eux, entre autres la défense des droits, faire connaître leur réalité, s'assurer qu'ils sont bien traités dans leur environnement de travail, qu'il n'y a pas de discrimination à leur égard. Donc, c'est un autre aspect de l'organisation. Excellent, merci. Dans la transformation sociale, ma première question, c'est aussi, quelle situation, quelle problématique vous emmenez à travailler ensemble? Dans le fond, c'est qu'on est sur une table jeunesse, toutes les deux, puis lors d'une assemblée générale, on se met à parler, puis on avait déjà dans nos écoles l'organisme Action Tox qui était là pour venir en aide avec d'expertise, dans le fond, plus percée en toxico. Alors là, Mylène a dit, moi, en tout cas, j'ai hâte d'aller dans les écoles. Moi, j'ai hâte d'avoir une invitation pour vous rentrer dans une école. Mais ça a été lancé comme en blague, plus comme de façon très conviviale, très blague. Fait que là, elle m'a regardé, elle a dit, t'es-tu sérieuse? Oui, je suis sérieuse. Fait que dans la semaine d'après, on s'appelait, puis on a parti notre collaboration de cette façon-là sur une blague, que t'es une demi-blague, pareil. On dit parce que... Moi, tu sais, depuis que j'étais au Blitz, je trouvais ça essentiel, en fait, que les intervenantes soient, oui, dans le communautaire, on ne perd pas cet aspect-là, mais directement dans les écoles secondaires, où est-ce que c'est là que les jeunes sont en grande majorité. Puis aller rejoindre les écoles, si on n'a pas une présence sur place, c'est quand même complexe, tu sais. Puis on n'a pas le lien de créer avec les étudiants à ce moment-là. Donc moi, je voulais vraiment pas avoir des présences ponctuelles ici et là, mais dire on a notre place dans l'école. Les jeunes s'identifient à une intervenante ou un intervenant et c'est là que le travail commence, en fait. Donc moi, ça, c'était comme quelque chose que j'avais vraiment hâte de déployer, mais en même temps, à ce moment-là, c'était pas quelque chose que je croyais possible ou en tout cas, je savais pas comment le mettre en place et j'étais pas directrice non plus à ce moment-là quand que le projet a commencé. J'ai été directrice par intérim, là, pas longtemps après, mais c'est donc tout ça s'est coordonné, puis ça a donné la blague à moi, si tu m'ouvres la porte, c'est sûr que j'y vais. Puis avec nos 2 personnalités, ça fait en sorte qu'on s'est dit, si on a cette envie-là, on a identifié les besoins, allons-y, on le savait que ça allait être un beau projet. Puis en le mettant sous forme d'un projet pilote pour commencer, ça pouvait nous permettre de voir, voyons voir, faisons des faits d'observation, tout ça, pour après déployer le projet à un autre niveau. Justement, ça a été quoi l'identification de ces besoins-là qui vous ont amené à faire le projet? En fait, dans les écoles, on a depuis quelques années, pas très, très longtemps, mais quand même quelques années, le ministère nous demande de couvrir le volet santé sexuelle chez nos jeunes. Depuis 2018. 2018, bon, merci, vois-tu. Fait que, dans le fond, quand ils nous ont donné ça, ils ont dit, voici un plan de travail, voici un programme, mais ça appartient à personne. Donc, on sait très bien que ça appartient à personne, il n'y a personne qui le fait, ou en tout cas, c'est plus difficile à être fait. Donc, à chaque niveau de secondaire, on devait avoir une portion de programme qui se mettait en place pour pouvoir permettre d'offrir aux élèves, dans le fond, des cours sur la santé sexuelle. Mais ces cours-là, ils devaient être pris à l'intérieur d'un cours de maths, un cours de français ou un cours de peu importe, le cours où l'enseignant se sentait à l'aise. Mais vous savez comme moi que se sentir à l'aise, parler de sexualité, c'est une chose, on s'en parle entre amis,
parler de sexualité devant un groupe de 32 ados qui peuvent poser des questions de tout ça, bien, il faut avoir une certaine ouverture et une certaine facilité. Ce qui fait que moi, je pensais je pensais pas, mais dans ma tête, les élèves avaient besoin de parler de ça avec quelqu'un avec qui ils se sentaient écoutés, avec quelqu'un qui avait les connaissances, puis quelqu'un que eux, comme ados, reconnaissaient l'expertise. Parce que des fois, tu disais, « Ah, ben, tu peux venir me parler comme direction, je suis capable de répondre à tes questions. » Mais en même temps, est-ce qu'ils vont reconnaître une direction d'école ou un enseignant de mathématiques ou à son enseignant d'histoire l'expertise au niveau sexuel s'il y avait des questions plus pointues ou des choses comme ça? D'où l'importance, je pensais, d'avoir quelqu'un dans l'école qui était en mesure de pouvoir répondre à ce besoin-là de l'enfant. On sait que des fois, même dans les familles, c'est difficile de parler ouvertement de sexualité avec son enfant, avec son adolescent. Il y a des parents qui y arrivent, mais il y a d'autres parents pour qui il y a des petits frissons, puis ils n'aiment pas se faire poser des questions sur leur sexualité, parce que nos parents, ils n'ont pas de sexualité, ça, tout le monde le sait. Et pour le parent, son adolescent, je pense que s'il y a 25 ans, il n'y a pas eu de question de sexualité avant 25 ans non plus. J'exagère, là, mais dans le sens que ça causait pour moi une problématique. Je trouvais que c'était un manque avec nos élèves, avec les sextos, avec l'avenue de tous les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on voit présentement avec les agressions sexuelles, le dévoilement, les gens qui en parlent plus, tout le côté aussi hétérosexuel, bisexuel, transsexuel, bon, tout ce qu'on... Le yel, le il, c'est un elle, ça change, bon. Tout ça faisait en sorte que je me sentais pas, moi, experte là-dedans, je me sentais pas apte à pouvoir répondre aux besoins de mes élèves. Puis, je connaissais l'organisme un peu, je connaissais un Mylène pour être sur les tables, mais pas en expertise profonde pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Puis c'est là qu'on s'était assis ensemble pour... c'est de là qu'est partie mon idée à moi d'avoir besoin d'avoir de l'expertise en santé sexuelle dans notre école. De cette exigence ministérielle-là, mais en même temps qui fait comme, moi, je veux trouver la bonne ressource adéquate aussi pour les jeunes qui fréquentent l'école. Il y a quelques années aussi, on avait une infirmière dans l'école qui faisait un peu ce rôle-là, je vous dirais, là, quand il y avait des questions de pilules du lendemain, questions de grossesse, questions... Bon, il savait que l'infirmière était là. Vous savez qu'avec le remaniement du milieu de la santé, ça fait en sorte que nos infirmières étaient moins présentes, mais en même temps, continuaient à jouer un rôle, parce que l'infirmière était importante dans l'école, mais elle avait un rôle peut-être plus au niveau santé, au niveau du corps, au niveau mais pas au niveau de l'âme, je dirais. Tout au niveau affectif. En fait, nous, on va parler de santé sexuelle et affective, puis Danielle elle a nommé beaucoup d'exemples qui nous permettent de voir toute la globalité de ce que ça comporte parler de sexualité. Tu sais, dès quand on a annoncé le retour d'éducation à la sexualité dès la maternelle, il y a eu beaucoup de, comme, voyons, on n'ira pas parler de sexualité en maternelle. Mais attendez, là, qu'est-ce qu'on parle en maternelle en première année versus secondaire 1 et secondaire 5? Tout est réfléchi avec le développement psychosexuel. Et ça, chaque être humain a un développement psychosexuel qui va le suivre dès qu'on arrive au monde jusqu'à notre mort, tu sais. Donc ça, c'est important. Puis Danielle aussi, ce qui était intéressant quand on avait discuté, c'est qu'elle nommait qu'il y avait beaucoup de choses qui se retrouvaient dans son bureau. Puis elle était comme, moi, en tant que direction, c'est parce que j'ai un bon lien avec mes étudiants puis qu'ils viennent me parler de ça, mais elle dit, ça serait pas à moi d'avoir ces confidences-là, ces choses-là, pas par un manque d'intérêt, bien sûr, là, mais que... Puis je me disais, c'est ça, l'intervenante en santé sexuelle dans les écoles va avoir le lien de confiance que les jeunes vont pouvoir aller cogner à la bonne porte. Et déjà d'avoir le titre, ça fait en sorte que les jeunes savent qu'ils peuvent se référer pour des questions gênantes. Tu sais, aller poser des questions sur la masturbation quand tu as 14 ans, tu n'iras pas le poser à l'éducatrice spécialisée qui est dans l'école, mais qui a un mandat général. Parce qu'il dit, elle ne s'attendra pas à ce que j'y pose cette question-là. Et il peut avoir une surprise de comme, oh, OK, je ne m'attendais pas à cette question-là aujourd'hui, qui est tout à fait normale. Mais quand le jeune va s'adresser à l'éducateur, l'éducatrice en santé sexuelle, il sait que sa question est à la bonne place, au bon moment, à la bonne personne. Donc, on vient déjà enlever une gêne, un tabou qui est là parce que la personne, elle a le titre associé. C'était là aussi qu'on disait, oui, des services dans les écoles, mais des services quotidiens pour pouvoir être là quand les jeunes en ont besoin. Puis justement, la personne qui a besoin de la pilule du lendemain, c'est pas nous nécessairement qui donnons la pilule, mais toute l'intervention psychosociale que ça nécessite à cette étape-là. La personne qui a eu un party dans la fin de semaine, que ça ne s'est pas passé exactement comme qu'il voulait dans ses relations, il peut venir nous en parler au retour de sa fin de semaine. Donc, c'est vraiment cette proximité-là qu'on voulait créer. Puis que c'est sûr que c'était un besoin. Danielle le voyait au quotidien. Et nous, ce qu'on voyait au quotidien dans nos ateliers, où est-ce qu'on arrivait et qu'on partait, mais c'était que le lien
qu'on réussissait à créer quand même rapidement avec notre expertise. Ça fait partie de nous, de notre travail, de faire des liens rapidement. Mais on les perdait. Et là, on était comme, on le sait que ces jeunes-là, ils auraient pu venir nous voir, puis on aurait pu avoir des discussions plus approfondies, mais là, en n'étant pas dans le milieu, cette porte-là n'était pas ouverte. Donc, c'était pour toute faciliter aussi ce service-là. Qu'est-ce que vous voyez que ça a changé dans l'environnement scolaire ou depuis la mise en place du projet? Le programme a eu une belle... je veux dire, on s'est assis, nous autres, ensemble. C'était mes besoins à moi, comme direction d'école. C'était l'expertise de Blitz et de Mylène. Et suite à ça, là, on a vraiment fait le projet pilote. C'est-à-dire qu'on a amené ça comme projet pilote dans nos écoles. Et là, j'ai vu la beauté de la chose. J'ai vu nos jeunes s'ouvrir, nos jeunes démystifier un peu plus la sexualité. Soulager les enseignants des fois, parce que même s'ils donnent le cours, parce que ça n'enlève rien à l'obligation de l'enseignant de donner le cours. Blitz n'est pas là, l'intervenante n'est pas là pour remplacer la responsabilité qu'on avait donnée aux enseignants. Tous les minutes prévues à l'agenda par chaque niveau, on va en combler certaines, mais pas l'ensemble du programme, c'est pas réaliste. Ce qui fait que l'enseignant demeure responsable de sa portion dans l'année, mais a une personne à qui en parler, parce que moi, ils peuvent venir me voir dans mon bureau. Puis même quand les jeunes viennent me voir, qu'ils me parlent de quelque chose parce que j'ai un beau lien, bien, ça me permet de le référer. Fait que la même chose pour l'enseignant. L'enseignant, maintenant, au lieu de me dire « Hey, Daniel, il faut que je parle de telle affaire, j'ai un malaise. » Ils m'ont posé telle question sur ma vie sexuelle, comment je réponds, puis là, je les glisse. Donc, ça me fait comme moi une porte de sortie pour une personne qui a l'expertise. Je veux dire, moi, je suis là, c'est comme, je suis là pour disperser l'information ou l'envoyer aux bonnes personnes. Puis Bliss, c'est ce que ça a fait. Et de parler de ça ensuite, donc, ça permet à mes élèves d'avoir des contacts, d'avoir quelqu'un à qui parler, d'aller s'ouvrir là-dessus. C'est sûr que c'est confidentiel, donc ça aussi, c'est un plus pour mes élèves. Que tout ce qui va être dit à l'intervenante, moi, j'ai pas besoin de savoir. Le parent n'a pas besoin de savoir. Ça aussi, c'est une belle... Donc, une question, on parlait de masturbation, mais c'est jeune, aller dire à ton père ou à ta mère, peux-tu, ça se fait-tu dans mon lit, quand est-ce que je peux le faire? Le nombre de fois qui est acceptable, ces choses-là. C'est toutes des questions qui se posent, là. Des questions, des fois, qu'on peut être surpris de savoir, autant les garçons que les filles, de se poser des questions. Puis ça permet aussi, la présence de l'intervenante, c'est de dire, bien, des fois, ils ne viennent pas quand ils ont une question personnelle, oui, mais souvent, ils vont venir en petits groupes. Un petit groupe de 5-6 qui vont aller poser une question, parce que là, c'est pas pour eux autres qui la posent, ils la posent pour l'autre. Bien entendu, eux autres, ils n'ont pas de problème avec ça, mais l'autre, lui, il a un problème avec ça. Donc, ça lui permet d'avoir un contact, puis d'établir un lien avec la personne, un lien de confiance. Et suite à ça, bien, moi, j'en ai parlé avec mes collègues directeurs au secondaire, puis ça nous a permis, dans le fond, de vraiment d'étendre notre projet, parce que nous autres, c'est vraiment un petit projet qui était en 1-1 entre nous. Mais c'est sûr qu'on a de l'ambition toutes les deux, je crois. Fait qu'on ne voulait pas garder ça juste pour nous. Quand on a des bonnes idées, on aime les partager. Ce qui fait qu'on a partagé l'idée, j'ai partagé l'idée avec les autres directions de la commission scolaire du centre de services scolaires des Bois-Francs. Et ça a fait des petits. Fait que, dans le fond, Bliss, maintenant, se retrouve dans plusieurs écoles. Exactement. Le projet avait commencé comme de janvier à la fin de l'année scolaire pour faire le projet pilote. Puis dès l'année scolaire d'ensuite, là, donc en septembre 2022, on se retrouvait dans 9 écoles secondaires du centre de services des Bois-Francs, mais aussi centre de services de la commission de la Riveraine. On mélange toujours dans le centre de service. Et donc, on pouvait, parce que nous, on est centre du Québec au Blitz. Donc, il y a ça aussi, là, on couvre plusieurs territoires. Puis nous, au Blitz, ce que ça nous a permis de voir qu'est-ce qu'on a répondu comme besoin, c'est la proximité. C'est la proximité une fois qu'on va faire ton atelier en secondaire 1, puis on va parler de l'image corporelle, par exemple, et tout ça, puis que ça crée des réactions. Mais à toutes les fois qu'on termine un atelier, il y a la feuille, puis le jeune peut dire « Oui, j'aimerais être rencontré ». C'est très rare qu'on finisse un atelier puis qu'il n'y a pas des jeunes qui ont demandé à être rencontrés en individuel. Donc ça, nous, on a dit ça répond à un besoin. Parce que sans cette offre de service-là, on n'aurait pas pu se permettre ça. Et là, après, bien, des fois, ça va être une rencontre. Des fois, c'est des questions très techniques. Tu sais, j'ai besoin des oui, des non, c'est normal, c'est pas normal, tout ça. Puis d'autres fois, bien là, c'est vraiment une intervention plus globale de la personne. Puis ça nous permet aussi de répondre aux besoins du jeune dans sa globalité et de pouvoir le référer aux bons intervenants. Parce que des fois, il va arriver dans notre bureau, puis finalement, OK, j'ai répondu à cette question-là, mais il y a besoin d'un suivi avec la travailleuse sociale, avec la psychologue, avec les policiers, avec d'autres organismes communautaires. Mais en ayant ce lien d'appartenance-là à l'école, bien, c'est beaucoup plus facile d'orienter puis de référer le jeune à la bonne ressource par la suite. Donc, on est assuré que le jeune reçoit toute l'aide nécessaire pour répondre à son besoin. Puis je dis que nous, ça ne donnait rien dans nos écoles d'essayer de former de se former dans ce domaine-là quand nous savons très bien qu'un organisme comme Blitz,
bien, ont l'expertise, ont les personnes pour, puis amènent vraiment l'expérience, la compétence que nous autres, on prendrait une éternité. Fait que quand on ne peut pas le créer, on dit ça de se jumeler avec quelqu'un. Tu parles de le faire, bien, jumelle-toi avec quelqu'un qui va le faire pour toi ou le faire avec toi. Mais c'est un peu ça qu'on a créé comme collaboration entre Blitz et la polyvalente classe A et les centres de services scolaires. Bien, c'est très intéressant parce que dans le fond, ça vient vraiment incarner aussi ce qu'est la transformation sociale, de travailler avec des fois des réseaux qui sont peut-être un peu moins naturels ou un peu plus difficiles d'approche selon les calendriers ou les objectifs. Puis en même temps, bien, d'avoir ce rayonnement-là, c'est quand ça fait une belle innovation, une belle transformation sociale, ça donne le pas aussi pour les autres. On est très fiers de notre projet. Vraiment. Avec raison. Oui. Merci beaucoup, mesdames. Ça me fait plaisir.